Depuis des siècles, l'humanité considère la Lune comme une compagne silencieuse, une sentinelle éternelle qui veille sur la Terre depuis bien avant la construction des premières villes ou l'écriture des premiers mots. Elle a toujours été là, immuable, froide et muette. Mais que se passerait-il si ce silence n'avait jamais été réel? Et si la Lune n'était pas du tout silencieuse, mais qu'elle attendait simplement, dormante, que la bonne voix l'appelle? C'est la terrifiante possibilité à laquelle les astronomes sont désormais confrontés. Ces derniers mois, l'objet interstellaire 3I Atlas a captivé les scientifiques par son éclat émeraude, ses changements de trajectoire inexplicables et ses étranges pulsations d'énergie. Beaucoup pensaient que le mystère se limitait à l'objet lui-même. Mais alors, un événement imprévu se produisit. Atlas envoya une impulsion directement vers la Lune et quelques minutes plus tard, celle-ci répondit. Partout dans le monde, les instruments s'illuminèrent de signaux qui n'auraient pas dû exister. Des échos aux motifs bien trop précis pour être considérés comme aléatoires. Pour la première fois de l'histoire, il semblait que notre gardien lunaire n'était plus silencieux. Il avait rejoint la conversation. Les premières preuves provenaient d'antennes terrestres situées en Australie et en Espagne, faisant partie du réseau Deep Space Network. Ces observatoires sont construits pour surveiller les engins spatiaux à travers le système solaire, mais ce qu'ils ont détecté était bien plus étrange. Une brusque et nette explosion d'énergie est arrivée, non pas diffuse comme le bruit d'une éruption solaire ou le sifflement des rayons cosmiques, mais semblable à un laser, ciblé et synchronisé. Lorsque les chercheurs ont triangulé la source, le résultat fut glaçant. Le signal provenait directement de 3A Atlas. Quelques minutes après que cette impulsion a frappé la Lune, les satellites en orbite autour de notre plus proche voisine ont commencé à signaler des anomalies. Des émissions radio inexplicables et nouvelles ont commencé à être réfléchies par des régions de la surface lunaire restées totalement silencieuses pendant des décennies. Certains signaux provenaient même de la face cachée de la Lune, des endroits préservés de toute technologie humaine. La Lune, longtemps considérée comme un rocher inerte, venait de répondre par une voix. Ce n'était ni un écho, ni un reflet. C'était tout autre chose, une réponse. Les scientifiques qui ont découvert les données ont décrit une sensation de vide, comme s'ils assistaient non pas à un événement astronomique, mais à un contact. Une analyse plus approfondie des données a révélé quelque chose d'encore plus troublant. Le signal renvoyé par la Lune ne se contentait pas de refléter le pouls d'Atlas. Il véhiculait des informations entièrement nouvelles. Ces harmoniques contenaient des séquences de nombres premiers, des spirales et des proportions d'or identiques à celles inscrites dans la lueur d'Atlas. Mais il y avait aussi des distorsions, des retards qui suggéraient que le signal avait traversé un matériau dense avant de réapparaître. Les sismographes lunaires, toujours en place à la surface depuis les missions Apollo, ont enregistré de faibles tremblements dans la croûte, des vibrations subtiles parfaitement synchronisées avec l'impulsion. Pour beaucoup, c'était comme si Atlas avait frappé à la Lune et que quelque chose à l'intérieur s'était réveillé pour répondre. Certains ont suggéré qu'il s'agissait d'une résonance naturelle, une sorte de tintement provoqué par l'énergie de l'objet. Mais d'autres murmuraient une idée plus troublante. La Lune ne se contentait pas de répondre passivement. Elle émettait activement, comme si quelque chose de dormant sous sa surface avait reçu l'appel et y avait répondu. Il ne s'agissait plus de roches ou de cratères. Il s'agissait de la possibilité que notre plus proche voisin céleste recèle des secrets plus anciens que la Terre elle-même, et qu'Atlas détienne la clé pour les percer. La réponse lunaire a bouleversé le monde scientifique, mais elle a aussi redonné vie à des idées autrefois ridiculisées. Pendant des décennies, une poignée de chercheurs et de théoriciens marginaux avaient suggéré que la Lune n'était peut-être pas entièrement naturelle. L'hypothèse de la Lune creuse, née des relevés sismiques de l'ère Apollo, affirmait que lorsque les modules s'écrasaient à sa surface, la Lune résonnait comme une cloche, vibrant bien plus longtemps que prévu. La communauté scientifique officielle l'a longtemps considérée comme une simple curiosité géologique, jusqu'à présent. La réponse structurée au signal d'Atlas a forcé même les esprits les plus sceptiques à reconsidérer leur position. La Lune était-elle plus qu'un simple rocher? Pourrait-elle abriter de vastes chambres creuses, voire des structures dormantes conçues pour ne s'éveiller que dans des conditions particulières? De vieux documents ont refait surface. D'anciens mythes sur la Lune placée dans le ciel, des légendes sur un second soleil transformé en notre satellite. Soudain, on ne les considérait plus comme de simples récits poétiques,
mais comme de possibles témoignages culturels d'un événement oublié depuis longtemps par l'humanité. La réponse de la Lune n'était pas un simple bruit. C'était une voix du passé qui semblait confirmer que nous n'étions jamais seuls, pas même dans notre propre ciel. Si Atlas avait envoyé un signal à la Lune et que la Lune avait répondu, alors la question devenait d'une simplicité terrifiante. Que va-t-il se passer ensuite? S'agissait-il d'un échange ponctuel ou du début d'un dialogue continu? Les astronomes ont observé avec incrédulité les impulsions successives d'Atlas être suivies d'émissions correspondantes de la surface lunaire, comme si les deux étaient engagés dans une conversation à travers l'espace. Plus inquiétant encore, les signaux ne semblaient pas aléatoires. Les analystes ont rapporté la formation de cartes géométriques au sein des harmoniques, des alignements pointant vers la Terre elle-même. La Lune agissait-elle alors comme un relais, transportant le message d'Atlas vers notre monde? Ou bien attendait-il silencieusement ce moment, ces systèmes en sommeil jusqu'à ce qu'un signal venu des profondeurs de l'espace les réveille? Les implications étaient stupéfiantes. Pendant des décennies, l'humanité avait considéré la Lune comme un corps passif. Désormais, elle semblait être un instrument, un participant à un dialogue qui nous échappait totalement. Et à mesure qu'Atlas se rapprochait, la peur s'intensifiait. Si la Lune pouvait répondre, alors pour qui répondait-elle exactement? Et pourquoi avait-elle choisi ce moment précis pour rompre le silence? À mesure que la nouvelle de la réponse de la Lune se répandait, des érudits extérieurs au domaine de l'astronomie furent impliqués dans le débat. Archéologues, historiens et linguistes commencèrent à examiner les données avec un sentiment de déjà-vu. Les spirales, les rapports et les harmoniques géométriques inscrits dans les signaux lunaires faisaient écho à des motifs gravés dans la culture humaine depuis des milliers d'années. Des spirales complexes sculptées dans les mégalithes irlandais de Newgrange, au calendrier lunaire des Mayas et aux disques de pierre de Mésopotamie, les mêmes motifs apparaissaient sans cesse, comme si les civilisations anciennes avaient été témoins de cet échange bien avant que les télescopes puissent l'enregistrer. Certains ont suggéré que l'humanité avait peut-être déjà vécu ce cycle, qu'Atlas était revenu à intervalles réguliers au fil des millénaires, s'adressant toujours d'abord à la Lune et laissant des empreintes suffisamment fortes pour façonner les mythes, l'architecture et même la religion. Soudain, la frontière entre légende et science s'estompa. Et si la Lune ne répondait pas seulement maintenant, mais avait toujours été messagère, transportant des voix à travers les éons et les enregistrant dans la mémoire de la pierre humaine? Tandis que les érudits débattaient du passé, les ingénieurs et les scientifiques se concentraient sur le présent et ce qu'ils ont découvert était encore plus glaçant. Des satellites terrestres en orbite lunaire, certains inactifs depuis des années, ont commencé à émettre des salves de données correspondant au rythme des pulsations d'Atlas. Des sondes mises hors service, longtemps restées silencieuses, se sont soudainement réveillées comme si elles avaient reçu un ordre, transmettant des chaînes de bruit binaires qui, une fois décodées, correspondaient aux mêmes séquences de nombres premiers que celles trouvées dans la réponse de la Lune. Même les radiotélescopes terrestres ont enregistré de faibles échos sur des fréquences auxquelles ils n'étaient pas activement réglés, comme si chaque machine conçue pour écouter le cosmos avait été réquisitionnée. L'influence d'Atlas ne se limitait pas au corps céleste. Il semblait s'approprier la technologie humaine dans le cadre de son discours. Pour la première fois, la frontière entre nos instruments et leur signal s'est estompée, laissant les scientifiques se demander si nous étions encore des observateurs ou si nous étions devenus malgré nous des participants à une conversation que nous ne comprenions pas. Alors que la Lune continuait de réagir, la Terre commença à montrer des signes d'être entraînée dans cet échange. Les sismographes enregistrèrent de faibles secousses non pas causées par une activité tectonique, mais par des vibrations se propageant dans le sol en synchronisation avec Atlas et la Lune. Dans les stations de recherche isolées, les boussoles tournaient frénétiquement à intervalles précis, et des aurores boréales commencèrent à apparaître dans le ciel, loin des pôles, resplendissant d'une teinte émeraude qui reflétait la lumière de l'objet. Dans les zones rurales, les agriculteurs ont signalé des comportements inhabituels chez les animaux, des volées d'oiseaux se rassemblant en formation géométrique sous le ciel nocturne, tandis que dans les villes côtières, on a décrit des marées montant et descendant légèrement décalées par rapport à la gravité de la Lune, comme si une autre main avait pris le contrôle. Pour la première fois, il semblait que la Terre n'était plus seulement spectatrice.
La Lune avait peut-être répondu, mais maintenant notre planète elle-même semblait se joindre au dialogue, vibrant en résonance avec des forces plus anciennes et bien plus vastes que ce que nous pouvions comprendre. Puis vint la phase la plus troublante de toutes. Après une série d'échanges intenses entre Atlas et la Lune, les signaux s'arrêtèrent brutalement. Les télescopes du monde entier ne détectèrent rien, ni impulsion, ni écho, ni anomalie. Pendant près de 6 heures, le cosmos resta silencieux. Au début, les scientifiques poussèrent un soupir de soulagement, croyant que le phénomène était peut-être terminé. Mais le calme n'était qu'une illusion. Lorsque les données furent rejouées et analysées à des fréquences ultra basses, il apparut que le silence n'en était pas un. Sous le bruit de fond ambiant se cachait un bourdonnement continu, faible mais déterminé, qui s'étendait simultanément sur la Terre, la Lune et Atlas. C'était comme si les 3 astres s'étaient verrouillés sur une fréquence silencieuse, inaudible pour l'oreille humaine, communiquant à voix basse tandis que l'humanité croyait le ciel immobile. Cette prise de conscience glaça le sang même des plus sceptiques, car s'ils avaient baissé le ton, cela signifiait qu'ils cachaient quelque chose. Non pas entre eux, mais à nous. Tandis que les radioastronomes s'efforçaient de décoder les transmissions, les télescopes optiques découvraient une anomalie de leur propre crue. Au moment où Atlas pulsait vers la Lune, son globe émeraude s'illuminait et se divisait en de faibles faisceaux, se réfractant dans des directions qui ne correspondaient pas à la physique d'une comète ou d'un astéroïde. L'analyse des faisceaux a révélé des variations modulées qui correspondaient parfaitement aux fréquences enregistrées dans les échos lunaires. Autrement dit, Atlas ne se contentait pas de transmettre par ondes radio, il intégrait une seconde couche de son message dans la lumière visible. Plus étonnant encore fut la découverte que la surface de la Lune réfléchissait cette lumière différemment de ce qui était prévu, dispersant de faibles arcs verts qui semblaient s'étirer dans le vide. Pendant quelques instants fugaces, le système Terre-Lune ressembla moins à une orbite naturelle qu'à une tour de signalisation transmettant à travers le cosmos. L'humanité n'écoutait plus seulement, elle rayonnait d'Atlas. Face à un phénomène de plus en plus indéniable, d'anciennes archives ont refait surface. Cachées sous des décennies de données oubliées, des anomalies étranges ont été mises au jour par les chercheurs dans des stations de surveillance lunaire datant de la guerre froide. En 1971, des radiotélescopes soviétiques ont enregistré des sursauts inexpliqués provenant de la Lune, alors attribués à des interférences. Les sismographes de l'ère Apollo ont enregistré des vibrations mystérieuses, notées mais jamais expliquées. Même d'anciens écrits chinois décrivent la Lune résonnant comme un tambour lors des éclipses. À l'époque, ces récits furent ridiculisés ou ignorés. Désormais, ils prenaient une dimension terrifiante. Atlas avait-il communiqué avec la Lune auparavant? Chaque passage rapproché avait-il provoqué le même éveil, l'humanité étant trop primitive pour comprendre ce qu'elle voyait? L'idée se répandit rapidement. Ce n'était pas la première conversation, mais simplement la première que nous pouvions intercepter grâce à la technologie. Puis vint la nuit où le monde entier le remarqua. Sans prévenir, la Lune commença à émettre une faible lueur verte, indépendante de la lumière du Soleil. Des astronomes amateurs de tous les continents ont documenté le même phénomène étrange. La surface lunaire palpitait faiblement au rythme d'Atlas, comme un battement de cœur visible sur le fond noir de l'espace. Des villes entières ont vu la Lune changer de couleur, projetant une subtile teinte émeraude sur les océans et les paysages. Les gouvernements se sont empressés de minimiser l'événement, le qualifiant de simple manipulation atmosphérique, mais les images étaient indéniables. La Lune était devenue bien plus qu'un réflecteur passif. Elle était un phare, transmettant un message non seulement par ondes radio, non seulement par vibration, mais aussi par lumière visible que le monde entier pouvait percevoir. L'humanité n'avait plus besoin d'instruments pour connaître la vérité. La Lune n'était plus silencieuse. Ce qui suivit repoussa les limites de l'imaginaire. Les astronomes remarquèrent que lors du passage d'Atlas au plus près du Soleil, ses pulsations s'alignaient parfaitement avec l'orbite lunaire. Tous les 27,3 jours, lorsque la Lune achevait son cycle, le rythme des signaux s'ajustait comme pour se compenser, synchronisant ainsi les deux. Projetée sur des cartes stellaires, cette configuration pointait vers des constellations spécifiques, Orion, les Pléiades et Cassiopée, faisant écho aux mêmes cartes enfouies dans les échos lunaires. La conclusion était inévitable.
Atlas ne communiquait pas par hasard. Ils s'étaient connectés à la Lune délibérément et ensemble, ils envoyaient des coordonnées vers un objet situé bien au-delà de la Terre. L'humanité n'était plus un simple spectateur de cette conversation. Elle se trouvait prise au cœur d'un alignement cosmique qui laissait entrevoir un dessein dépassant tout ce que quiconque était prêt à affronter. Dans les jours qui suivirent de l'étrange lueur de la Lune, les scientifiques commencèrent à remarquer quelque chose d'encore plus inquiétant. Leurs propres instruments ne fonctionnaient plus comme prévu. Les radiotélescopes, qui avaient autrefois capturé des données nettes et prévisibles, renvoyaient désormais des formes d'ondes superposées à des spirales répétitives, des symboles que personne n'y avait programmés. Les spectrographes se sont déréglés de manière parfaitement synchronisée, se décalant vers les mêmes bandes étroites de lumière verte associées à Atlas. Même les appareils déconnectés des réseaux électriques ont montré des scintillements inexplicables, comme s'ils entraient en résonance avec les pulsations lunaires. Il devint évident que l'observation n'était plus passive. En observant les échanges entre Atlas et la Lune, nos instruments y avaient été intégrés. Les instruments conçus pour étudier l'univers parlaient désormais d'une voix qui n'était pas la nôtre, comme si Atlas avait étendu son influence non seulement aux cieux, mais aussi à l'acte même de perception humaine. En analysant les silences entre les impulsions, les chercheurs ont fait une découverte troublante. Ces silences n'étaient pas vides. Ils véhiculaient de faibles oscillations à très basse fréquence, suffisamment subtiles pour échapper à la détection sans filtrage avancé. Superposées et amplifiées, les oscillations formaient un rythme étrangement similaire au schéma de la parole humaine. Non pas des mots, non pas des langues que nous connaissions, mais des cadences, des pauses, des accents et des inflexions qui imitaient une conversation. Les linguistes chargés d'analyser les données ont rapporté que les schémas observés portaient les marques d'un dialogue et non d'un monologue. Atlas parlait, la Lune répondait, et quelque chose dans le silence réagissait à son tour, comme si un troisième participant s'était joint à l'échange. Mais d'où venait cette troisième voix? Était-ce la Terre elle-même en résonance avec les échos magnétiques ou quelque chose de totalement différent, caché entre les lignes d'une conversation que nous n'étions pas censés entendre? Bientôt, des gens ordinaires commencèrent à signaler des phénomènes trop répandus pour être ignorés. Le ciel nocturne scintillait de faibles voiles émeraudes dans des régions où les aurores boréales n'avaient jamais été observées auparavant, au-dessus du Sahara, de l'Amazonie et de la Méditerranée. Des pilotes ont décrit des instruments qui se sont emballés en plein vol, les aiguilles tournant follement tandis que des arcs verts dansaient sur leur pare-brise. Au sol, les objets métalliques vibraient doucement à intervalles réguliers, les appareils de cuisine bourdonnant au rythme des pulsations d'Atlas. Certaines personnes ont même rapporté avoir entendu un bourdonnement grave et résonnant, un son sans source qui les a désorientés et leur a coupé le souffle. La planète elle-même semblait avoir développé un rythme cardiaque, battant au rythme dicté non par la nature, mais par un visiteur venu des étoiles. L'humanité n'avait plus besoin de télescopes ni de données pour ressentir la présence d'Atlas. Le phénomène avait franchi la ligne et s'était immiscé dans la vie quotidienne, colorant le ciel et faisant trembler le sol d'une manière à laquelle personne ne pouvait échapper. Alors que le phénomène atteignait son apogée, un groupe d'astronomes analysant des images lunaires à haute résolution remarqua quelque chose d'extraordinaire. Durant ces pulsations, les ombres sur la surface lunaire se déplaçaient d'une manière qui défiait la géométrie de la lumière solaire. Les cratères s'allongeaient de façon anormale, les crêtes se courbaient en spirale et de vastes plaines semblaient s'assombrir en synchronicité avec la lueur d'Atlas. Lorsque ces distorsions furent cartographiées, image par image, elles formèrent des symboles cohérents, des motifs identiques à ceux que l'on trouve dans d'anciennes gravures à travers le monde. Des spirales, des cercles concentriques et des cartes stellaires s'imprimèrent temporairement sur la surface de la Lune, comme pour révéler une couche cachée visible uniquement sous le commandement d'Atlas. L'implication était stupéfiante. La Lune elle-même était devenue un écran, une toile vivante pour un message destiné à la Terre. Pour la première fois, les symboles n'étaient plus seulement enfouis dans des harmoniques ou des fréquences. Ils étaient inscrits à la vue de tous sur la surface du corps que nous contemplons depuis des millénaires. Et cela soulevait la question suivante. Si la Lune était désormais un messager, alors qui était le destinataire prévu? Nous ou quelque chose de totalement différent?
Les sismomètres laissés par les missions Apollo et les instruments modernes embarqués à bord des orbiteurs lunaires ont commencé à enregistrer des secousses inhabituelles qui ne pouvaient s'expliquer ni par des impacts de météorites ni par des mouvements tectoniques. Ces vibrations n'étaient pas aléatoires. Elles pulsaient au même rythme précis que les signaux d'Atlas. Plus inquiétant encore, l'origine de ces secousses n'était pas superficielle. Elle provenait des profondeurs de la Lune, bien en dessous de la croûte, dans des régions que les scientifiques pensaient solides et inactives. La modélisation de ces vibrations suggérait la présence de chambres creuses ou de vastes cavités résonnant comme le corps d'un tambour. Pour certains chercheurs, cela confirmait une théorie longtemps écartée, selon laquelle la Lune n'était pas un corps entièrement naturel, mais une construction, ou du moins un objet modifié, capable de stocker et de transmettre des informations. Si cela était vrai, alors le signal d'Atlas n'avait pas seulement réveillé un écho. Cela avait réveillé quelque chose qui sommeillait sous la surface lunaire depuis des temps immémoriaux. Alors même que les chercheurs commençaient à s'accorder sur l'idée d'un échange bidirectionnel entre Atlas et la Lune, un nouvel événement a bouleversé leurs hypothèses. Lors d'une série d'impulsions, des observatoires ont détecté qu'une partie du signal lunaire renvoyé s'éloignait complètement de la Terre, redirigée vers l'espace profond. Une fois cartographiée, la trajectoire du faisceau pointait non pas au hasard, mais vers un amas d'étoiles longtemps associées aux mythes anciens, les Pléiades. La Lune ne se contentait plus de répondre, elle relayait, agissant comme un émetteur dans une chaîne de communication qui contournait entièrement la Terre. L'humanité réalisa avec une frayeur soudaine qu'elle n'était pas la destinataire principale de ce dialogue. Au mieux, nous étions de simples spectateurs. Au pire, nous étions des intrus, surprenant une conversation qui ne nous était pas destinée. Tandis qu'Atlas et la Lune échangeaient des signaux, une nouvelle catégorie d'anomalies commença à apparaître. Les horloges des observatoires ont signalé des écarts minimes mais mesurables, des secondes qui semblaient disparaître ou se répéter au cours des pulsations. Les systèmes GPS ont faibli, les satellites se sont désynchronisés et les horloges atomiques, longtemps considérées comme infaillibles, ont commencé à dériver selon des schémas correspondant au rythme de la lueur d'Atlas. Ces distorsions n'étaient pas suffisamment importantes pour provoquer le chaos, mais elles étaient indéniables. Le temps lui-même, la constante la plus fondamentale de la vie humaine, se trouvait imperceptiblement déviée en parallèle avec le dialogue cosmique. Certains physiciens ont avancé que l'énergie d'Atlas déformait l'espace-temps local, tandis que d'autres murmuraient des théories plus sombres. Selon ces théories, le temps n'était pas du tout déformé, mais réécrit, des fragments de notre réalité étant écrasés de manière trop subtile pour être perçus. Puis vint le moment où la barrière entre observateurs et participants s'effondra enfin. Partout dans le monde, des gens ordinaires rapportèrent avoir entendu un bourdonnement grave et résonnant aux intervalles exacts des pulsations d'Atlas. Sans instruments, sans écouteurs, avec rien d'autre que leurs propres oreilles. Dans certains cas, des groupes de personnes l'ont entendu simultanément, le décrivant comme une vibration qui emplissait non pas l'air, mais leurs os. Les hôpitaux ont signalé des pics d'activité neurologique, des crises soudaines et des patients décrivant des visions de lumière géométrique clignotant sur leurs paupières closes. Des linguistes analysant des dessins spontanés réalisés par les personnes touchées ont trouvé d'étranges ressemblances avec les mêmes symboles en spirale présents dans les échos lunaires. La Lune ne se contentait plus de répondre à Atlas. Elle amplifiait le signal jusqu'à l'humanité elle-même, court-circuitant les machines et les instruments, et résonnant directement avec l'esprit humain. Pour la première fois, la conversation ne se déroulait plus au-dessus de nous, mais en nous. Pendant des générations, nous avons cru que la Lune était un témoin silencieux, un corps pâle et sans vie orbitant autour de la Terre, sans autre but que son attraction gravitationnelle. Mais les événements déclenchés par Atlas aux 3 yeux ont détruit cette illusion. Ce qui n'était au départ qu'une pulsation à travers l'espace s'est révélé être bien plus profond. La révélation que la Lune n'est ni silencieuse ni passive, et peut-être même pas ce que nous pensions. Les signaux ont montré que la Lune est capable d'écouter, de répondre et même de relayer un message qui court-circuite totalement l'humanité. Les tremblements sous sa surface, la lueur verte qui la traverse, les distorsions du temps et le bourdonnement qui résonne désormais dans les esprits humains, tout cela révèle une vérité terrifiante.
La Lune attendait. Atlas était la clé, la voix qui l'a réveillée. Et une fois éveillée, la Lune ne nous a pas parlé. Elle s'est adressée à autre chose, à quelque chose qui transcende notre monde. L'humanité a peut-être pour la première fois surpris un dialogue cosmique auquel elle n'aurait jamais dû avoir accès. Les implications sont stupéfiantes. Si la Lune fait partie d'un système plus vaste, alors la Terre elle-même n'est peut-être qu'un nœud d'un réseau bien plus ancien et bien plus étendu que ce que nous pouvons concevoir. Nous restons face à des questions glaçantes. La Lune a-t-elle été placée ici comme sentinelle, transmetteur, pont entre les mondes? Atlas serait-il revenu non pas pour nous rendre visite, mais pour activer ce système? Et surtout, si la Lune a répondu, qui ou quoi a écouté tout ce temps? Tout. Une chose est désormais indéniable. La Lune n'est plus seulement à nous. Elle a parlé, et sa voix résonne dans une conversation qui s'étend à travers le temps, l'espace, et peut-être jusqu'à des réalités que nous ne pouvons encore imaginer. L'humanité ne maîtrise pas ce dialogue. Nous ne sommes ni les émetteurs, ni les destinataires. Nous sommes, au mieux, des témoins indiscrets d'une transmission qui pourrait décider de l'avenir de notre monde.